où vous allez découvrir, où vous allez ouvrir de grands yeux sans doute. Nous, ça a été notre cas. La désinformation, on en parle régulièrement. On la met même à toutes les sauces. On a l'habitude de dénoncer la désinformation, les tentatives de désinformation. Mais qui parvient à mettre le doigt dessus et à se rendre compte concrètement comment ça marche, d'où ça vient, comment c'est fabriqué, comment c'est diffusé, comment c'est ensuite rediffusé un peu partout? Eh bien, pour la première fois, on a maintenant la possibilité ce soir, et on va vous le montrer, on va vous raconter cette histoire, de l'apercevoir très directement, très précisément. Donc, c'est une enquête. Voilà, Quentin va nous parler de tout ça. Le mieux, c'est de commencer par lui, le récit des faits en l'occurrence, et de cette histoire particulière. On a choisi cet exemple particulier. Voici les indispensables, donc avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, un mot global, parce qu'on s'aperçoit à travers cette grande enquête de presse et de Forbidden Stories, comment fonctionne cette usine à désinformation. Oui. D'abord, c'est une enquête réalisée sur plus de 6 mois par une organisation de journalistes appelée Forbidden Stories, 100 journalistes de 30 médias du monde entier, dont Le Monde et Radio France pour l'Hexagone. Alors qu'ont-ils découvert? Ils ont découvert un atelier à grande échelle de désinformation et l'exemple que nous vous allons vous raconter est une opération réussie et éloquente. Cet atelier, une entreprise, est basé en Israël. Nous sommes dans la zone industrielle de la ville de Modine, à 20 km de Tel Aviv, à 30 km environ de Jérusalem. Lorsque les journalistes qui se font passer pour des faux clients qui sont intéressés par l'entreprise arrivent devant la porte, rien n'indique que la société existe bel et bien. Il n'y a ni plaque, ni nom de l'entreprise. Ils sont reçus par un homme, un dénommé George. Ils sont équipés d'un micro et d'une caméra cachée. Extrait de la rencontre. My Spanish name is Jorge. George is a nickname, and I don't have a name. You don't have a name. You saw what it said on the door, right? Yeah, It says nothing. it says nothing. So maybe. That's who we are. We are nothing. We are here. À l'intérieur des bureaux, les employés se présentent comme d'anciens officiers de l'armée israélienne ou des services de renseignement du Mossad. Le dénommé George propose alors ses produits aux journalistes. Nous fournissons un service du renseignement et de l'influence. Ce sont nos compétences de base. On peut aussi construire un récit et le propager. Concrètement, de quoi s'agit-il? Eh bien, George livre un exemple précis, un exemple qui a eu lieu en France. Mi-décembre, un présentateur termine son journal par une brève, une information de quelques secondes. Il évoque une vraie information, le 9e paquet de sanctions de l'Union européenne qui vise les oligarques russes. Il vient d'être adopté alors, mais il poursuit ensuite. Des sanctions à répétition qui font craindre le pire aux constructeurs de yachts à Monaco. Le gel des avoirs des oligarques met leur secteur en grande difficulté. Tous ceux qui ont travaillé avec les oligarques russes pourraient être sanctionnés à leur tour. 10 000 postes sont en jeu sur la Côte d'Azur. Alors bien sûr, il est vrai que ce 9e paquet de sanctions a réduit les commandes des constructeurs de yachts. En revanche, annoncer que ces mêmes constructeurs pourraient être sanctionnés est totalement faux. Il n'en a jamais été question. George explique en réalité qu'il est à l'origine de cette fake news visant à discréditer les sanctions infligées aux oligarques russes. C'est une commande d'un client, explique-t-il, de toute évidence, un client qui travaille pour la Russie. Alors comment cette fake news est arrivée aux mains du journaliste français qui l'a relayée ensuite? L'a-t-il fait de son plein gré? A-t-il reçu une rémunération pour la relayer? Le média français, contacté par les journalistes d'investigation, explique être la victime, ne pas avoir validé le texte du journaliste. Il explique également avoir suspendu le présentateur et lancé un audit interne. Le présentateur, lui, plaide la bonne foi. Alors, petite précision à ce stade, nous ne donnons pas l'identité de ce média. C'est un média français important. Pourquoi nous ne le faisons pas? Pas du tout par corporatisme, mais simplement parce que nous ne pouvons pas apparaître dans cette affaire comme des donneurs de leçons. Cette affaire, ça peut arriver, je dirais, presque n'importe où. Donc ça n'est pas le sujet de savoir qui, comment, coupable. Non,
Le sujet, c'est de comprendre le mécanisme, comment c'est fabriqué, comment c'est relayé, et la suite, parce que le plus extraordinaire, c'est d'une certaine manière la deuxième vie que va connaître cette information à partir du moment où elle a été labellisée par ce média français qui a bonne réputation. Oui, car une fois ces mots prononcés, vous l'avez dit, sur un média français, la société de Georgie va ensuite les propager à grande échelle partout dans le monde. L'extrait en question va être repartagé, republié des milliers de fois sur les réseaux sociaux par une armée de faux profils et de faux comptes entièrement créés de toutes pièces par l'entreprise israélienne. Derrière cette usine, un logiciel capable de créer en moins d'une minute un faux profil plus vrai que nature. Preuve en image dans ce deuxième extrait où Georgie fait une démonstration aux journalistes. One candidate together. Let's take one, I don't know, United Kingdom, female. Let's do a search. Isla Sawyer. Let's say I don't like the name. It's not. Oh, Sophie Wilde. I like the name. British. Now I want to put an image set. Okay, this one I like. I put this as profile picture and I do next. Now I finish. I created Sophie Wilde. She have a date, she have an email, she have picture set, everything. Alors on a vérifié, David. Aujourd'hui, eh bien, le profil de cette Sophia Wilde existe toujours. Il a retweeté d'ailleurs, vous le voyez, de nombreux articles ces derniers jours. Le dernier en date, le 9 février. C'est en fait le logiciel qui gère le compte fictif. Des faux profils comme cela, Georgie en crée plus de 39 000, tous actifs. Et comme le faux profil de Sophia Wilde, ils peuvent partager de fausses informations commandées par un client pour leur donner du crédit. Ils peuvent même commenter en masse les publications sur les réseaux sociaux et ainsi influencer l'opinion publique. Merci Quentin. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces comptes, bien sûr, pourraient relayer l'information, mais sans même qu'elle ait été relayée par le média français. À partir du moment où elle est donnée par un média français, ça lui donne de la crédibilité. Et c'est là que tous ces comptes vont entrer en action et vont être crédibles à leur tour, puisqu'ils relaient cette information avec le logo, avec l'image de ce média français. Et c'est ce qu'on comprend bien à travers cette démonstration. Dans un instant, on sera avec le fondateur et le président de Forbidden Stories. Bonsoir Laurent Richard, merci d'être avec nous. Bravo d'abord, et puis vous nous donnerez d'autres précisions. Juste avant, je voudrais entendre vos commentaires, vos réactions. Peut-être que vous ne découvrez pas cette réalité. Moi, je la découvre d'une certaine manière. C'est-à-dire, on sait qu'il y a de la désinformation, on sait comment elle peut être liée, qu'elle existe, que les réseaux sociaux en sont d'une certaine manière le paradis. Mais découvrir toute la chaîne de la fabrication et de la diffusion, je trouve que c'est assez édifiant. Si vous permettez un témoignage personnel, il se trouve que l'agent traitant du confrère abusé du média français dont vous parliez tout à l'heure, je le connais. Celui qui lui a fourni les textes des informations ciblées, qui ont été d'ailleurs diffusées nuitamment à des heures de maigres écoutes. Il prend contact avec moi en 2018. À l'époque, il dit travailler pour les autorités du Qatar. Et il organise une rencontre avec le président du comité des droits de l'homme du Qatar. Le fond m'intéresse, dans une période où il y a une tension extrême avec l'Arabie saoudite, qui a décrété un embargo sur l'Émirat, que par ailleurs, les rumeurs sont devenues des informations quant à la situation des travailleurs qui sont astreints à des conditions épouvantables sur les chantiers du futur mondial de football qatari, etc. etc. Et tout dans son attitude me hérisse. C'est-à-dire que flagorneur, mielleux, etc., etc. Donc il y a une sorte de, on n'est pas des perdreaux de l'année, une sorte de défense instinctive qui se met en place et je me décide de le tenir à bout de gaffe. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le même personnage, donc le fournisseur des informations, est quelqu'un qui... Là, en l'occurrence, pardonnez-moi, donc il vous propose quelque chose de plutôt intéressant, rencontrer quelqu'un. Oui.
avec des allusions assez pesantes sur ah oui, mais vous faites un métier formidable qui n'est évidemment pas rétribué à la hauteur de ce que vous mériteriez, etc. Bon, voilà. Vous le voyez venir. Des ficelles qui ont à peu près l'épaisseur d'un câble de marine quand on a un tout petit peu d'expérience. Bon. Et je vais retrouver le même personnage qui, dans une des informations diffusées par ce média français que nous ne nommerons pas, accable un autre Qatari, qui d'ailleurs appartient à la même tribu bédouine que celui qui avait promu lorsque je l'avais rencontré, ancien procureur, etc., pour le compte cette fois-ci de Bahreïn. Donc, ce sont des personnages sans foi ni loi qui se vendent au plus offrant et sans vente. Et j'ai relevé... Attendez, simplement Vincent, est-ce qu'il a essayé de vous faire passer un message à diffuser, c'est-à-dire j'ai un scoop pour toi, ceci ou cela? Vous ne croyez pas si bien dire. J'ai remonté nos échanges entre 2018 et 2022. Et qu'est-ce que je trouve en 2020? Vincent, j'ai une exclue pour toi. Une histoire qui n'a rien à voir, qui est liée au fait qu'un patron d'Interpol, qui lui est un ressortissant des Émirats arabes unis, serait la cible d'une plainte pour torture. Peu avant cela, il me sort un dossier en me disant « Mais tu sais, il y a des trucs formidables sur une affaire... » Alors ça, c'est génial parce que ça nous renvoie à ce que l'on discute maintenant. Une société de e-réputation tunisienne, dirigée par le neveu d'un ancien président tunisien, Monsef Marzouki, le neveu en question étant lui franco-tunisien, et il termine son message, je l'ai gardé évidemment, en disant « Mais tu sais, il est prêt à s'exprimer ». Donc, au fond, il se met à ce moment-là au service de quelqu'un qui est accusé d'avoir fait du trucage de même nature, pas de même ampleur, évidemment, notamment au Togo et en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, est-ce que vous avez relayé l'information? Non. Est-ce qu'il vous proposait explicitement de l'argent? À partir de l'épisode du Qatar, où, indépendamment de l'intérêt de l'échange que j'ai avec cet officiel, je comprends qu'il y a quelque chose de tordu, je ne réponds à aucune de ces sollicitations. Isabelle, est-ce que vous avez été approchée par des sphères du même genre? Est-ce qu'on vous a proposé de l'argent pour relayer des informations qui, finalement, en l'occurrence comme celle-là, étaient bidons? Non, pas du tout, mais on sait depuis quand même très très longtemps que c'est en fait la guerre de l'information est une des facettes de la guerre menée par la Russie à l'Occident et en Europe. Et ça, c'est un secret pour personne, que depuis à peu près 10 ou 15 ans, il y a ce qu'on appelle des usines à trolls en Russie qui sont absolument gigantesques. Il y a des dizaines de milliers de gens qui sont payés justement pour ça, pour diffuser des fausses informations à partir de faux comptes. Et là, ce qui est stupéfiant, c'est qu'ils trouvent un relais et que ça marche. Oui, et ce relais est déterminant pour ensuite propager l'information. Mais ça marche aussi de manière directe, c'est-à-dire que les informations des trolls russes se diffusent à une rapidité absolument incroyable sur Twitter. Avec un peu d'expérience, on les repère assez vite. Moi, je les bloque tous. Mais ça fonctionne, c'est-à-dire que ça, en fait... ça marche, c'est repris par certains milieux qui sont des gens un petit peu complotistes, ouverts à la propagande du Kremlin. Ça marche quand même vraiment bien. Et là aussi, on a mis très très longtemps à comprendre l'ampleur de la guerre de désinformation qui était menée depuis Moscou. On va demander simplement une ou deux précisions à Laurent Richard. Encore une fois, félicitations Laurent pour cette enquête. Vous êtes le fondateur et le président de Forbidden Stories. Cette société donc, que vous avez nommée George Team en Israël, ça veut dire qu'elle accepte à peu près tous les clients. Là, on imagine que c'était un client peut-être russe, en tout cas qui était soucieux de la santé financière des oligarques. N'importe qui peut venir la voir et puis lui dire... voilà, trouvez-moi un bon message, débrouillez-vous pour le relayer, et elle va accepter n'importe quel client sans faire le tri. En tout cas, elle fera... bonsoir d'abord et merci pour l'invitation. Elle fera d'abord un tri, elle fera le tri en fonction des moyens financiers, parce que tout ça coûte très cher. Pendant la phase d'enquête, les journalistes membres du projet Story Killers, coordonnés par Forbidden Stories, les 3 journalistes qui ont infiltré cette société, se sont fait passer pour des intermédiaires d'un président d'un pays non cité mais qui serait africain, et Roré, donc le patron de cette cellule secrète en face, a proposé un tarif de 6 millions d'euros pour faire une campagne de déstabilisation. Ouais, pour faire une campagne de déstabilisation d'une élection nationale. Et Roré
se vante d'être intervenu dans plus d'une trentaine d'élections présidentielles. Donc on est vraiment face à une industrie qui est en face aussi c'est une offre et c'est une demande. Et on est vraiment à une ère du désinformation au niveau industriel. C'est-à-dire qu'il y a aussi deux sociétés qui se sont rencontrées, celle de la cybersurveillance d'un côté et celle de l'influence. Et ces deux industries-là donnent naissance à ce genre de sociétés qui font ce qu'on appelle du hack and leak. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont capables de rentrer dans des comptes Telegram ou Gmail, ce qu'on a pu voir en live, mais aussi d'aller hacker donc du coup le contenu, voler, hacker, de le transformer, de le diffuser à grande échelle, de le faire relayer par des armées d'avatars. Là, on parle de 30 000 avatars prêts à relayer et à disperser leur haine sur une seule et même personne en même temps à la nanoseconde près. Laurent, là, ce qui peut, non pas surprendre, mais là où l'affaire prend un relief particulier, c'est que cette société a réussi à convaincre un journaliste français, du coup, qui a engagé un média français et qui a donné un vernis de crédibilité à cette information fantaisiste, cette information bidon. Est-ce que vous connaissez les méthodes qui permettent à cette société de convaincre des journalistes qui ont pignon sur rue d'aller dans le mur de cette manière-là? Enfin, s'ils ne sont pas conscients du caractère bidon de l'information, ou alors d'être complices. En tout cas, quand nos reporters ont infiltré cette entreprise, Roré donc se vante d'avoir accès à des journalistes assez facilement. Derrière le facilement, il y a sans doute aussi des questions de rémunération. Là, pour le coup, on n'a pas la preuve d'un versement d'argent au présentateur en question et il réfute cette information et dit ne pas avoir été payé. Mais évidemment, la désinformation, ça coûte cher, ces plans de campagne se financent et les clients payent très cher pour ça. Ensuite, c'est une série d'intermédiaires dans une industrie extrêmement opaque. Et les intermédiaires ont des intermédiaires et finalement, à la fin, il se peut que personne ne sait vraiment pour qui on travaille. C'est un réseau qui travaille sa propre opacité. Même le nom de Roré, en fait, qu'on a réussi à identifier comme étant Tal Hanan, on a mis des mois à comprendre qui c'était. Et c'est finalement nos collègues du Guardian, parce qu'encore une fois, c'est une investigation collaborative, qui ont aussi pu identifier formellement Roré comme Tal Hanan, parce qu'il était un ancien sous-traitant de Cambridge Analytica, société fameuse pour être et connue mondialement pour avoir été impliquée dans des manipulations d'élections ou manipulations du Brexit, par exemple. Alors, Général Gomard, est-ce que vous découvrez quand même une réalité, au moins, comment dire, dans son fonctionnement précis, concret? Alors, des faiseurs d'influence, on sait qu'il y en a. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui font ça, qui sont payées pour ça. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est le décryptage, savoir comment on arrive, effectivement, comment se passe le montage, avec effectivement trouver la bonne cible qui, elle, va diffuser le message qui ensuite est relayé. C'est ça qui est très intéressant. Mais de fait, ça existe. Et on sait bien qu'effectivement, la désinformation d'ailleurs, et ce sont les Russes qui l'ont inventé. Depuis, ça a été largement repris, diffusé, déployé par beaucoup de gens. Mais en termes d'influence, c'est extrêmement passionnant. Et ça n'est, je pense, que la partie émergée d'un iceberg. Et on ne sait pas tout le reste qui se passe. Et ces journalistes font un travail absolument remarquable. Effectivement, vous avez félicité les journalistes. C'est très intéressant de voir effectivement comment on arrive à trouver d'où ça part et comment ça a été diffusé après. Aujourd'hui, c'est une affaire, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Jean-Claude ? Oui, moi ce qui me frappe à la fois, je ne suis pas surpris de la méthode, même si je découvre avec stupéfaction la manière dont ça se fait. Ce qui me sidère, c'est le risque pour nous aujourd'hui. Atteinte à la souveraineté des États, déstabilisation de régions tout entières. Lorsqu'on nous dit que plusieurs chefs d'État africains, en tout cas ils seraient intervenus pour plusieurs chefs d'État africains, et que l'on sait dans le même temps que le problème de l'Afrique, c'est un problème de ressources, c'est un problème d'instabilité des États, avec tout ce qu'on peut imaginer, y compris en termes de migration de population, et là nous sommes concernés. Eh bien cela, pour moi, c'est quasiment un danger pour la survie de la démocratie et notre souveraineté. Et c'est extrêmement grave, parce que nos
problème, ça peut avoir un impact sur nos problèmes politiques, économiques et sociaux. Et là, c'est particulièrement grave. Ça veut dire que nous sommes aussi vulnérables à ce type de tentative. Imaginez, on pourrait faire bouger une élection française, faire tomber un chef d'État, un gouvernement, aussi puissant soit-il. Et ça pourrait, pour moi, c'est ça la véritable... Alors la limite quand même, c'est que, en l'occurrence, en 2-3 clics, en 2-3 vérifications, on se rend compte que non, le 9e paquet de sanctions n'envisageait pas de sanctionner ceux qui travaillent, enfin ceux qui ont reçu des commandes de ces oligarques. Le chantier naval de Monaco ne va pas être sanctionné parce qu'il a construit un yacht pour un oligarque. Vous avez les moyens de vérifier. Mais le nombre de gens qui répètent des choses où vous leur dites mais ouvrez tel document, vous verrez qu'ils vous disent mais non, c'est pas vrai. La rumeur est plus forte que la... Mais absolument. Et on se bat à armes inégales, soyons clairs. Si les médias honorables vont prendre le temps nécessaire et disposer des effectifs requis, au demeurant, pour, avant de diffuser un Fox, vérifier. Bon. Vous êtes en compétition avec des blogueurs, par exemple, qui bénéficient de la viralité toxique des réseaux sociaux, et à l'instant où vous serez disposé à, vous aurez été submergé par un flot ininterrompu de fake news. Un mot, Vincent, parce que donc c'est très intéressant, puisque vous avez été vous-même approché par l'intermédiaire qui, en l'occurrence, a fait le lien entre cette société israélienne dont on parle et le journaliste français qui a relayé l'information. Est-ce que vous avez eu connaissance que cet intermédiaire avait réussi à fourguer, pardonnez-moi le mot, d'autres paquets de désinformation, je ne veux pas dire fake news parce qu'on va parler français, à des confrères? Alors, j'ai effectivement regardé avec beaucoup d'attention tout ce qui tournait autour du contentieux entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, puis l'affaire tunisienne de e-réputation que j'évoquais tout à l'heure. Mais indépendamment de l'affaire des yachts, par exemple, parmi les éléments qu'il avait réussi à faire diffuser par le média français dont on ne parle pas, il y avait par exemple la promotion de la lutte contre l'immigration illégale par le Soudan au service d'un type qui est un criminel de guerre, dont le nom commun est Emeti, son vrai nom est Mohamed Hamdan Daglo, qui est le numéro 2 du régime soudanais, de la junte soudanaise aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ça n'est pas qu'une question d'intérêt d'oligarque. Là, ça conduisait à accréditer la crédibilité d'un personnage qui est absolument indéfendable. Mais il n'est pas le seul. Vous savez, le problème, on le sent d'ailleurs quand on enseigne ou qu'on témoigne dans des écoles de journalisme, vous le savez comme moi, c'est que le biorhythme auquel sont astreints les médias aujourd'hui, notamment médias d'information continue, par exemple, mais les sites d'information, est tel que il y a toujours un temps de retard. On parlait du facteur temps à propos de l'armement nucléaire. Il y a toujours un temps de retard entre ce qu'il faudrait faire pour éviter d'être piégé et puis une sorte de compétition infernale qui fait que l'on abolit le discernement des décideurs. Voilà ce à quoi on se heurte. Bon, il ne tient en même temps qu'à la conscience de chacun. Enfin, ne donnons pas de leçons parce que... Voilà, souvenons-nous de l'affaire Clearstream. L'affaire Clearstream, c'est un paquet remis en main propre avec des listings truqués pour accabler Nicolas Sarkozy et faire croire qu'il a participé à une espèce d'échange. Chacun l'a en mémoire et la justice a bien remonté la mécanique qui, d'une certaine manière, est un peu comparable, même si, semble-t-il, il n'y avait pas d'argent en jeu. Un dernier mot, Laurent Richard, avec cette question simple. Cette société israélienne, ce qu'elle fait, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est connu? Ou est-ce que ça n'est pas légal? Et est-ce que c'est plus ou moins dissimulé? Alors, c'est totalement dissimulé et ça ne serait pas efficace si ça n'était pas dissimulé. Et cette dissimulation, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour les fondateurs de cette société, d'ailleurs, ils s'en expliquent, en expliquant « on n'est personne, je n'ai pas de nom, je n'ai qu'un surnom », même si on a réussi à l'identifier. Et c'est vraisemblablement totalement illégal. Quel que soit le pays, manipuler une élection, hacker, pirater un compte Gmail ou Telegram est une infraction. Donc aujourd'hui, il y a un avocat en Israël qui appelle le procureur à ouvrir une enquête criminelle contre cette société en compilant une série de chefs d'inculpation. Donc on verra ensuite comment se saisit la justice israélienne de cette affaire, mais vraisemblablement, oui, ce sont des faits qui sont totalement répréhensibles. Ouais. Et tout dernier point, vous avez eu connaissance d'autres informations qui sont arrivées à franchir le seuil des médias grand public en France?
En tout cas, en France ou ailleurs dans le monde, oui, il y a cette société revendique être intervenue dans plus d'une trentaine de campagnes d'élection présidentielle, travaille aussi pour des intérêts privés, pour des entreprises. Mais en France, le concurrent. Et en France, non, on n'a pas d'autres exemples précis. Nous, on a vraiment enquêté sur ce qu'on pouvait et publié sur ce qu'on pouvait prouver. Et quand on ne peut pas le prouver, on dit aussi ce qu'on ne peut pas prouver. Cette société avance des choses qui sont aussi parfois improuvables. Mais ce qui a été passionnant, et c'est notamment les journalistes du Monde qui ont réussi à faire ça, c'était d'analyser le réseau de bots derrière eux et les 30 000 avatars qui existent et qui sont implantés dans plein de pays et qui sont prêts à relayer, comme des petits soldats, les fausses informations en fonction des intérêts des clients. Merci beaucoup, Laurent Richard. Encore bravo. Cette enquête, on la découvre dans Le Monde, on la découvre aussi sur les antennes et sur les sites de Radio France, avec qui vous avez travaillé en France. Il y a d'autres journalistes un peu partout à l'étranger.